Lors de la fête de famille, mon frère a brisé mon cadeau, ces ordures sont embarrassantes, sors de ma maison. J'ai simplement hoché la tête et répondu, d'accord, profite de ton héritage. Mon frère s'est moqué de mes cadeaux faits à la main, les qualifiant d'ordures pour les personnes qui ont raté leur vie, et ce, devant toute la famille. Il ne savait pas que grand-père Oscar était réveillé et écoutait. Je suis parti en larmes, mais le lendemain matin, le cri de pure agonie de mon frère a réveillé les voisins. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer les retombées. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'épuisement était un poids physique, tirant sur mes paupières et s'installant profondément dans la moelle de mes os. C'était le genre de fatigue que le café ne pouvait pas dissiper, né de 3 semaines de nuit sans sommeil, à poncer du bois jusqu'à ce que mes doigts soient à vif et à coudre du tissu jusqu'à ce que ma vue se brouille. J'étais assise dans ma vieille berline, le moteur tournant au ralenti avec un tremblement rythmique qui vibrait à travers le volant, fixant les imposantes portes en fer forgé du domaine de mes parents. La neige tombait doucement, saupoudrant le capot de ma voiture, un contraste saisissant avec le nœud d'angoisse qui se resserrait dans mon estomac. La veille de Noël était censée être un moment de chaleur, de retrouvailles, un moment pour déposer ses fardeaux. Mais pour moi, au cours des 5 dernières années, cela ressemblait plus à l'entrée dans un tribunal où le verdict avait déjà été décidé, et où la punition était l'indifférence. J'ai jeté un coup d'œil sur la banquette arrière. 3 boîtes soigneusement emballées s'y trouvaient, ornées de rubans noués à la main et de brins de houx séchés que j'avais récoltés moi-même. Elles n'étaient pas emballées dans le papier métallique scintillant que ma mère Margaret préférait, le genre qui coûtait 12 $ le rouleau. Elles étaient emballées dans du papier de boucher brun que j'avais estampillé à la main avec de l'encre dorée. À l'intérieur, il n'y avait pas d'iPad ou de montre de créateur. À l'intérieur, il y avait des mois de ma vie. À l'intérieur se trouvait mon cœur distillé dans des objets qui, je l'espérais, prouveraient enfin que j'avais ma place ici, même si mon compte bancaire ne correspondait pas au leur. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un SMS de Margaret. Nous commençons les cocktails dans 10. Anthony est déjà là. Essaie de ne pas laisser de traces de neige fondue dans le hall cette fois. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Pas de conduis prudemment. Pas de j'ai hâte de te voir. Juste un rappel de ma maladresse et la comparaison implicite avec Anthony. Anthony, le garçon en or. Anthony, qui avait probablement voyagé en première classe pendant que je comptais ma petite monnaie pour l'essence. J'ai coupé le contact, le silence de la nuit d'hiver s'engouffrant pour remplir l'habitacle. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Des cernes sombres meurtrissaient la peau sous mes yeux, et mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné que je n'avais pas eu le temps de coiffer correctement. J'étais enseignante en éducation spécialisée. Mes journées se passaient dans les tranchées de la patience et de l'empathie, à essuyer des larmes et à célébrer de minuscules progrès. C'était un travail noble, un travail épanouissant. Mais dans l'écosystème de ma famille, c'était considéré comme un passe-temps pittoresque qui ne rapportait pas les dividendes d'un véritable succès. Tu peux le faire, Emma, ai-je chuchoté à la voiture vide, mon souffle embuant la vitre. Survis juste au dîner. Offre les cadeaux. Survie. J'ai tendu le bras vers l'arrière et attrapé les boîtes, les serrant contre ma poitrine comme une armure. Je suis sorti dans le froid glacial, le vent fouettant mon fin manteau, un autre vestige de mes restrictions budgétaires. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, la lueur dorée du lustre se répandait à travers les fenêtres massives, illuminant la vie parfaite à l'intérieur. Je pouvais voir des silhouettes bouger, des verres levés pour un toast dont je ne faisais pas partie. Je ne le savais pas alors, debout sur cette allée gelée. Mais ce n'était pas juste une autre fête douloureuse. C'était la fin de tout ce que j'avais connu. La trahison qui m'attendait à l'intérieur n'était pas juste un commentaire désobligeant ou une attitude froide. C'était une démolition de ma dignité qui me laisserait à bout de souffle. Mais alors que je tendais la main vers le heurtoir en laiton poli pour briller comme un miroir, j'ai ressenti une étrange lueur d'intuition, une petite voix à l'arrière de mon esprit qui murmurait « La trahison a été pire que le diagnostic lui-même ». La lourde porte en chêne s'est ouverte avant même que je puisse frapper, révélant Margaret. Elle était impeccable comme toujours. Sa robe argentée scintillait comme du mercure liquide, et ses cheveux étaient coiffés en un casque de perfection qui défiait la gravité. Elle tenait une flûte en cristal de champagne d'une main, ses ongles manucurés tapotant contre le verre. « Tu es en retard, Emma »
a-t-elle dit, sans s'écarter pour me laisser entrer immédiatement. Ses yeux ont parcouru mon manteau, s'attardant sur les bouts éraflés de mes bottes. Et tu as l'air fatigué. Salut, maman. Joyeux Noël, ai-je dit, forçant un sourire qui semblait fragile. Je suis passé devant elle, la chaleur du hall me frappant comme un mur physique. Ça sentait les bougies au pain coûteuses et la viande rôtie, l'odeur de l'argent. Les routes étaient glissantes, et je devais finir de noter des copies avant de partir. Toujours à travailler si dur pour si peu, a-t-elle soupiré, fermant la porte derrière moi. Anthony est arrivé il y a 1 heure. Il a apporté le vin le plus exquis de son voyage en Toscane. Tu devrais vraiment lui en parler. Peut-être que tu apprendras quelque chose. À propos du raffinement du palais. J'ai mordu ma langue, goûtant la saveur métallique de la retenue. Je ne manquerai pas de le faire. Je suis entré dans le salon, les talons de mes bottes claquant bruyamment sur le sol en marbre. La pièce était un chef-d'œuvre de design d'intérieur dominé par un sapin de 12 pieds dégoulinant d'ornements en cristal. Et là, tenant court près de la cheminée, se trouvait Anthony. Il avait l'air de sortir d'un catalogue pour propriétaires de yacht. Son costume était taillé au millimètre près, soulignant son physique sculpté à la salle de sport. Il tenait un verre de whisky d'une main, faisant de grands gestes pendant qu'il parlait à un public captivé de cousins éloignés et de voisins. Alors, j'ai dit à la commission d'urbanisme, la voix d'Anthony résonnait, douce et confiante. Si vous voulez que ce développement revitalise le quartier, vous devez me laisser contourner la restriction de hauteur. Et bien sûr, une fois que j'ai mentionné les recettes fiscales potentielles, ils m'ont pratiquement remis le permis. Des rires ont parcouru la pièce. Margaret rayonnait, se précipitant à ses côtés et posant une main sur son bras. Oh, Anthony, tu es terrible, mais si brillant. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, serrant mes paquets en papier brun, me sentant invisible. C'était toujours comme ça. Anthony aspirait l'oxygène de chaque pièce, laissant tous les autres suffoquer dans son ombre. Puis, un mouvement dans le coin a attiré mon attention. Grand-père Oscar était assis dans son fauteuil en cuir à haut dossier, celui qui était positionné légèrement à l'écart du groupe principal de canapé. Une couverture en tartan était drapée sur ses jambes, et ses yeux étaient fermés, sa tête basculant légèrement sur le côté. Il avait l'air fragile, beaucoup plus fragile que la dernière fois que je l'avais vu. Sa respiration était superficielle, un doux râle dans sa poitrine. « Est-ce que grand-père va bien ?» ai-je demandé, m'avançant plus loin dans la pièce. Anthony s'est arrêté au milieu de sa phrase et a jeté un coup d'œil, son expression passant de l'agacement dû à l'interruption à un masque de pitié. « Oh, salut, Emma. Je ne t'avais pas vu là. Il va bien, juste vieux. Il a somnolé toute la journée. Il sait à peine où il est la moitié du temps. Il a à peine touché à son dîner, a ajouté Margaret, sa voix tombant dans un murmure théâtral. Le docteur dit que ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Nous gérons. J'ai ressenti un vif pincement de chagrin. Grand-père Oscar était le seul qui m'avait jamais fait me sentir visible dans cette maison. C'était un homme qui avait bâti sa fortune avec des mains calleuses, commençant comme charpentier avant de construire un empire de la construction. Il détestait la prétention. Il détestait le gaspillage. Et maintenant, le voir réduit à un accessoire de fond dans le spectacle d'Anthony me brisait le cœur. Je me suis dirigé vers lui, m'agenouillant à côté de sa chaise. J'ai posé doucement ma main sur sa main fine et parcheminée qui reposait sur la coudoir. « Salut, grand-père » ai-je chuchoté. C'est Emma. Ses doigts ont tremblé sous les miens. Pendant une seconde, j'ai cru que ses paupières papillonnaient, une minuscule fissure bleue apparaissant à travers les cils, mais il est ensuite retombé dans l'immobilité. « Ne te donne pas cette peine, et aime » a lancé Anthony, sa voix dégoulinante de condescendance. Il est déconnecté. Garde ton énergie pour les personnes qui peuvent réellement l'apprécier. Je me suis raidi, ma prise se resserrant sur les paquets sur mes genoux. L'arrogance d'Anthony était étouffante, mais il avait commis une erreur de jugement critique. Il voyait de la faiblesse là où il n'y avait que du silence. Il voyait un vieil homme déconnecté là où je voyais la personne qui m'avait appris que le silence était la façon la plus bruyante d'écouter. J'ai de nouveau regardé le visage de grand-père. Il y avait une tension dans sa mâchoire, un resserrement microscopique du muscle que je ne reconnaissais que parce que j'avais passé des heures à le regarder se concentrer sur des plans quand j'étais enfant. Il écoute, ai-je pensé, une soudaine secousse d'électricité parcourant ma colonne vertébrale.
Il ne dort pas. Il attend. J'ai apporté des cadeaux, ai-je dit, me levant et me tournant pour faire face à la pièce. Pour tout le monde. Oh, charmant, a dit Margaret, d'un ton plat. Mets-les sous le sapin, ma chérie. Nous les ouvrirons plus tard. Anthony était juste en train de nous parler de sa nouvelle Porsche. En fait, l'a interrompu Anthony, posant son verre. Voyons ce que la petite maîtresse d'école a réussi à gratter cette année. J'aurais bien besoin de rire un bon coup. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. C'était un sourire de requin. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais plus la même petite fille qu'ils avaient l'habitude de martyriser. Et grand-père Oscar n'était pas aussi déconnecté qu'il priait pour qu'il le soit. Pour comprendre pourquoi ce moment dans le salon ressemblait à une lame de guillotine planant au-dessus de mon cou, il faut comprendre l'histoire. Anthony et moi n'avions pas toujours été comme ça. Quand nous étions enfants, avant que l'argent ne commence vraiment à affluer de la fiducie familiale et avant que notre père ne décède, nous formions une équipe. Nous avions l'habitude de construire des forts dans le jardin, en nous écorchant les genoux et en promettant de toujours nous soutenir mutuellement. Mais ensuite, les discussions sur l'héritage ont commencé. Les attentes ont changé. Anthony était le garçon, l'héritier, celui destiné à porter le nom de la famille dans les salles de conseil et les country clubs. Je n'étais qu'Emma, la rêveuse, celle qui pleurait sur les oiseaux blessés et dépensait son argent de poche en fournitures artistiques au lieu de chiens de race. J'avais tout sacrifié pour rester dans leur orbite. Quand papa est tombé malade, c'est moi qui suis rentré à la maison pour m'occuper de lui pendant qu'Anthony était trop occupé à conclure des affaires à Hong Kong. J'ai essuyé le vomi. J'ai géré les médicaments. J'ai tenu la main de papa quand il a rendu son dernier souffle. Anthony a pris l'avion pour les funérailles, a pleuré magnifiquement sur le pupitre, puis est reparti le lendemain matin. Et Margaret, elle vénérait le sol sur lequel Anthony marchait parce qu'il était le reflet de la vie qu'elle voulait. J'étais le rappel de la réalité désordonnée, émotionnelle et peu glamour des soins. Anthony s'est approché de moi maintenant, tournant autour de moi comme un prédateur inspectant une proie faible. De près, il sentait l'eau de Cologne chère et le whisky. Il a tendu la main et a arraché l'un des paquets en papier brun de mes mains. Lourd, a-t-il marmonné, en le soupesant. Qu'est-ce que c'est, Emma? Une autre écharpe tricotée? Un cadre photo en macaroni? Ce ne sont pas des macaronis, ai-je dit doucement, tenant bon. C'est une horloge vintage, art déco des années 1920. Je l'ai trouvée dans une casse, complètement rouillée. J'ai passé 4 mois à restaurer les mécanismes d'engrenage à la main. J'ai replaqué le laiton moi-même. J'ai regardé Margaret. Et pour toi, maman? À l'intérieur de cette boîte se trouve la première édition originale des 4 filles du docteur Marsh que tu m'as dit avoir perdu quand tu étais fille. Le dos était cassé, alors j'ai appris la reliure juste pour le réparer pour toi. J'ai parfaitement assorti le cuir. Pendant une seconde, le silence a plané dans la pièce. Des efforts authentiques, du temps et de l'amour reposaient dans ces boîtes. Puis Anthony s'est moqué, un son aigu et laid. Alors, a-t-il dit, regardant autour de la pièce avec un sourire en coin. Tu as fait les poubelles. C'est ça ton cadeau. Des ordures que tu as polies parce que tu n'as pas les moyens de nous acheter quelque chose de vrai. Ce ne sont pas des ordures, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est de la restauration. C'est préserver l'histoire. C'est bon marché, a coupé Anthony, sa voix se durcissant. Le charme avait disparu, remplacé par le bord métallique froid de l'antagoniste qui attendait d'émerger. Soyons honnêtes, Emma. Tu as presque 30 ans. Tu conduis une voiture qui ressemble à une tondeuse à gazon. Tu as un travail qui couvre à peine ton loyer. Et tu viens ici dans cette maison, en nous apportant des déchets usagés et en attendant une tape sur la tête. Il a lâché la boîte. Il ne l'a pas jetée doucement. Il l'a laissée tomber de la hauteur de ses épaules. Le bruit du verre brisé et des engrenages qui craquent a résonné dans la pièce silencieuse. Mon cœur s'est arrêté. L'horloge art déco, 4 mois de nuit blanche, 4 mois à trouver les ressorts de rechange parfaits, disparu en une seconde. Oups, a dit Anthony, n'ayant pas du tout l'air désolé. Il a enjambé les débris et a regardé Margaret. Margaret a regardé la boîte cassée, puis moi. Pendant un bref instant, j'ai vu de la honte dans ses yeux. Mais ensuite, elle a regardé Anthony,
l'Anthony brillant, couronné de succès et puissant, et la honte a disparu, remplacée par une résolution d'acier de se ranger du côté du gagnant. Anthony a raison, ma chérie, a-t-elle dit, prenant une gorgée de son champagne. C'est un peu embarrassant. Peut-être que l'année prochaine, demande-nous simplement un prêt si tu as tant de difficultés. Nous ne pouvons pas te laisser apporter des ordures dans la maison. Anthony s'est penché près de moi, sa voix un sifflement bas et venimeux que moi seul pouvais entendre. Fais-toi une faveur, et aime. Rentre chez toi. Tu n'as pas ta place ici. Tu ne l'as jamais eue. Je te fais une faveur en te le disant. Quand grand-père passera l'arme à gauche, le testament est déjà prêt. La maison, le portefeuille, le contrôle. Tout est à moi. Et je ne vais pas avoir une sœur qui est un cas de charité pour tirer ma marque vers le bas. Il a eu un sourire narquois, jetant un coup d'œil à mes bottes à nouveau. Peut-être que je t'embaucherai comme femme de ménage. Tu as l'air douée pour nettoyer les dégâts. Des larmes ont piqué mes yeux, chaudes et cuisantes. L'humiliation était totale. Il m'avait mise à nu devant nos proches, se moquant de la seule chose que j'avais à donner, mon temps et mon amour. Mais alors qu'Anthony reculait, l'air triomphant, j'ai vu quelque chose qu'il avait manqué. La main de grand-père Oscar, celle qui reposait sur la coudoir, s'était recroquevillée en un point si serré que ses jointures étaient blanches, et ses yeux n'étaient plus fermés. Ils étaient ouverts, juste une fente, fixée directement sur la boîte brisée sur le sol. Le bruit de l'horloge heurtant le sol n'a pas résonné pour toujours, mais le silence qui a suivi a semblé s'étirer dans l'éternité. J'ai regardé les débris. Les engrenages en laiton que j'avais méticuleusement polis, enlevant des décennies de crasse jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'or, étaient éparpillés sur le tapis persan. Le cadran en verre était brisé, une toile d'araignée de fissures obscurcissant les chiffres que j'avais peints à la main. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une étrange clarté froide m'a envahi, engourdissant la morsure de l'humiliation. C'était comme si un interrupteur avait été activé dans mon cerveau, détournant l'énergie de mon cœur vers ma tête. Eh bien, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je me suis accroupi, ignorant la façon dont mes genoux ont craqué dans la pièce silencieuse, et j'ai commencé à ramasser les morceaux. Je suppose que cela répond à la question. Ne sois pas dramatique, Emma, a dit Margaret, bien que sa voix vacille. Vends-la. Elle a pris une gorgée nerveuse de son champagne. Anthony ne voulait pas la faire tomber. C'était un accident. Ce n'était pas un accident, maman, ai-je dit, me levant avec les restes brisés bercés dans mes bras. J'ai regardé Anthony droit dans les yeux. Il avait toujours ce sourire en coin, mais le sourire a légèrement vacillé sous mon regard direct, et nous le savions tous les deux. Je me suis tourné vers grand-père Oscar. Ses yeux étaient à nouveau fermés, mais sa main était toujours serrée en poing. J'avais envie de courir vers lui pour le secouer afin de le réveiller, de le supplier de dire quelque chose. Mais je savais que si je faisais une scène maintenant, je serais juste la sœur hystérique qu'Anthony voulait que je sois. Je devais être plus intelligente. Joyeux Noël, ai-je dit doucement. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la lourde porte en chêne. Je l'ai fermée avec un clic doux et définitif. La marche jusqu'à ma voiture m'a semblé longue de plusieurs kilomètres. La neige tombait plus fort maintenant, mordant mon visage exposé, mais le froid manquerait dans la réalité. J'ai jeté la boîte cassée sur le siège passager, un tas d'efforts gâchés, et je suis monté au volant. Mes mains tremblaient maintenant, la décharge d'adrénaline me laissant faible. J'ai démarré la voiture, mais je ne l'ai pas mise en marche. Je suis resté assise là, le chauffage soufflant de l'air froid, et j'ai fixé les fenêtres éclairées de la maison. J'ai regardé les ombres bouger dans le salon. Anthony était probablement en train de se servir un autre verre, racontant une histoire sur mon instabilité. Pourquoi est-il si agressif cette année? La pensée me taraudait. Anthony avait toujours été arrogant, mais là, c'était différent. C'était désespéré. La façon dont il avait parlé des personnes qui comptent. La façon dont il exhibait la Porsche et l'approbation de zonage. Cela semblait théâtral. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus du contact, mais à la place, j'ai ouvert le navigateur. Je me suis souvenu du nom du projet de développement dont il s'était vanté à l'intérieur, le Harborview Heights. Il prétendait que la commission d'urbanisme lui avait donné carte blanche. J'étais enseignante, oui,
mais avant de me spécialiser dans l'éducation spécialisée, j'avais commencé un diplôme en urbanisme. Je savais comment naviguer dans les archives publiques. J'ai tapé dans la base de données de planification municipale de la ville. C'était des informations publiques, accessibles à quiconque savait où chercher. J'ai trouvé le dossier pour Harborview Heights. Mon souffle s'est bloqué. Statut, rejeté. Date, 22 décembre. Raison, incapacité à obtenir un financement. Évaluation de l'impact environnemental, échoué. Il n'avait pas seulement été rejeté. Il était ruiné. L'échec du financement signifiait que ses investisseurs s'étaient retirés. La Porsche, le vin, l'arrogance, tout cela n'était qu'une façade. Il n'essayait pas seulement de m'évincer de la famille parce qu'il me méprisait. Il m'évinçait parce qu'il avait besoin de l'intégralité du domaine de grand-père pour couvrir ses dettes massives. Il se noyait. Et j'étais le seul radeau de sauvetage qu'il avait l'intention de crever. Une prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Il n'est pas seulement un tyran. C'est un fraudeur. Et il essaie de voler l'héritage de grand-père pour payer ses erreurs. Je n'étais plus seulement la victime d'un mauvais Noël. J'étais le seul témoin d'un braquage en cours. Je suis resté assise dans la voiture au ralenti au bout de la longue allée, les données sur l'écran de mon téléphone brillant comme une accusation dans l'obscurité. J'aurais pu simplement partir. J'aurais pu retourner dans mon petit appartement, pleurer dans un oreiller et les laisser s'autodétruire. Mais ensuite, j'ai regardé l'horloge cassée à côté de moi. J'ai pensé aux mains de grand-père, calleuses et fortes, m'apprenant à poncer le bois. J'ai pensé au point qu'il avait fait sur la coudoir. Je n'allais pas laisser Anthony liquider toute une vie de dur labeur de grand-père pour payer un complexe immobilier raté. J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour Margaret. J'ai regardé à travers le pare-brise alors qu'elle décrochait son téléphone dans le salon. Emma, a-t-elle répondu, la voix tendue par l'agacement. Si tu appelles pour t'excuser d'être parti en trombe. Mets-moi sur haut-parleur, maman, les jeux coupés. Ma voix était dure, méconnaissable pour mes propres oreilles. Maintenant, excuse-moi. Mets-moi sur haut-parleur. Anthony doit entendre ça. Il y a eu une pause, puis un bruit de froissement. Bien, tu es sur haut-parleur. Anthony est juste là. Fais vite. Nous sommes sur le point d'ouvrir les vrais cadeaux. Vas-y, et aime, la voix d'Anthony a flotté sur la ligne, dégoulinante d'amusement. Dis-nous à quel point tu es désolé. Je ne suis pas désolé, ai-je dit, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai juste pensé que vous devriez savoir que je regarde la base de données de planification de la ville en ce moment même. Silence. Un silence de mort. Je vois le dossier de Harborview Heights. Anthony, ai-je continué, gardant un ton cliniquement détaché. Il est écrit que la demande a été rejetée il y a 3 jours. Il est écrit que la raison principale était l'incapacité à obtenir des capitaux. On dirait que la banque a retiré ton financement. Ce sont des informations obsolètes, a balbutié Anthony. Le baryton doux et confiant s'est fissuré. Le système n'a pas été mis à jour. J'ai réglé ça ce matin. Vraiment, ai-je insisté. Parce que je vois aussi un privilège déposé contre ta résidence personnelle dans la ville en date d'hier. Les registres publics sont une chose amusante, n'est-ce pas? J'ai entendu un verre être posé durement sur une table. Maman, ai-je dit, dirigeant ma voix vers elle. C'est un mensonge, a rugi Anthony. Le son était si fort qu'il s'est déformé sur le haut-parleur. Elle ment, maman. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Elle invente ça parce qu'elle conduit une poubelle et vit dans une boîte à chaussures. C'est sur l'écran, Anthony, ai-je dit calmement, bien que mon cœur batte contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Veux-tu que j'envoie la capture d'écran à maman, ou dois-je la transférer à l'avocat de grand-père? Ferme ta gueule, a-t-il crié. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une prof minable avec un complexe de sauveur. Si tu envoies quoi que ce soit à qui que ce soit, je jure devant Dieu, Emma, je te ruinerai. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Anthony, a haleté Margaret. Calme-toi. Non, a-t-il hurlé. Elle essaie de me saboter. Raccroche le téléphone, Emma. Sors d'ici.
Personne ne veut de toi ici. La ligne a été coupée. Il avait raccroché. J'ai fixé le téléphone, la poitrine haletante. Sa réaction, l'explosion, les menaces, la panique pure avaient tout confirmé. Un homme qui réussit rit d'une fausse accusation. Un homme coupable hurle. J'avais brisé l'illusion. J'avais exposé la pourriture au centre de sa vie dorée. Mais je n'avais pas gagné. Au contraire, je l'avais juste rendu plus dangereux. Il était un animal acculé maintenant, et il avait une proximité physique avec la seule personne qui comptait, grand-père. J'ai mis la voiture en marche et me suis éloigné du domaine, mais je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit sur 2 miles sur la route jusqu'à un restaurant ouvert 24 heures sur 24, les pneus crissant sur la neige fraîche. J'avais besoin d'un terrain neutre, quelque part avec du Wi-Fi et du café pour planifier mon prochain mouvement. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des SMS d'Anthony. Tu te crois si intelligente? Garde le silence, sinon. Maman ne te croit pas. Elle sait que tu es pathétique. Je les ai ignorés. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table collante en formica et j'ai commandé un café noir. J'avais besoin de monter un dossier. Si Anthony était assez désespéré pour mentir sur ses affaires, sur quoi d'autre mentait-il? Je me suis connecté à ma messagerie et j'ai cherché grand-père. Il y a des années, lorsque la santé de grand-père a commencé à décliner, il m'avait mis en copie d'un email adressé à son avocat, Monsieur Henderson. C'était un simple email concernant la mise à jour de certains détails sur les bénéficiaires, mais cela signifiait que j'avais les coordonnées de Henderson. Il était 20h30 la veille de Noël. Aucun avocat ne répondrait, mais je devais essayer. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'allais raccrocher et laisser un message vocal quand une voix bourrue a répondu. C'est la ligne d'urgence du cabinet Henderson. Qui est-ce? Monsieur Henderson, ai-je demandé, la voix tremblante. C'est Emma, la petite fille d'Oscar. Il y a eu un long silence. Emma, bon sang, je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis des années. Est-ce qu'Oscar va bien? Est-il décédé? Non, ai-je dit rapidement. Il est en vie, mais je suis inquiète. Je pense qu'Anthony le manipule. Je pense qu'Anthony a des problèmes financiers et essaie d'isoler grand-père. Bienvenue au club, a marmonné Henderson. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec Oscar depuis 3 mois. Chaque fois que j'appelle la maison, votre frère me dit qu'Oscar est trop malade, qu'il dort ou qu'il est confus. Il m'a effectivement bloqué l'accès à mon propre client. Il n'est pas confus, ai-je dit, le souvenir du poing serré de grand-père brûlant dans mon esprit. Je l'ai vu ce soir. Il faisait semblant de dormir, Monsieur Henderson. Il écoutait. Il sait ce qui se passe. Il faisait le mort, a demandé Henderson, son ton se durcissant. Cela ressemble bien à Oscar. Écoutez, Emma, si vous avez des preuves sur les finances d'Anthony, envoyez-les-moi par email maintenant. J'ai les registres publics, ai-je dit. Je les envoie. Bien, parce que voici la chose, Emma. Henderson a baissé la voix. Votre grand-père n'est pas aussi impuissant qu'il le pense. Il m'a appelé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Il y a environ 10 minutes, a dit Henderson. Je suppose juste après votre départ. Il doit avoir un téléphone jetable caché dans sa chaise. Il avait l'air faible, mais il était furieux. Il m'a dit ce qu'Anthony a fait à votre horloge. Les larmes me sont montées aux yeux à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Grand-père avait vu. Il s'en souciait. Il veut me voir, a continué Henderson. Demain matin, 8.00 précise. Il veut réviser la planification successorale. Il a été très précis. Il a dit, je veux enlever la pourriture. Anthony ne vous laissera pas entrer, ai-je prévenu. Il est désespéré. Il m'a menacé. Qu'il essaie, a dit Henderson, une sombre satisfaction dans la voix. J'amène un notaire et un témoin. Et je vous veux là, Emma. Pouvez-vous nous retrouver aux portes à 7.50? J'y serai, ai-je promis. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre du restaurant. La neige tombait en rideau maintenant, enterrant le monde sous le blanc. Mon téléphone a vibré à nouveau.
Un autre SMS d'Anthony. Je viens de convaincre maman de changer les serrures. Ne prends pas la peine de revenir. J'ai fixé l'écran et j'ai senti un sourire froid et dur effleurer mes lèvres. Il pensait que verrouiller les portes le sauverait. Il ne réalisait pas que la maison n'était pas la forteresse qu'il pensait. C'était un piège, et il venait de s'enfermer à l'intérieur avec la seule personne qui avait le pouvoir de le détruire. Tu as oublié une chose, Anthony, ai-je pensé, tapant une réponse rapide à Monsieur Henderson, confirmant l'heure. Tu as oublié que grand-père a construit cette maison. Il connaît chaque porte, chaque serrure, et exactement comment tout démonter. Le matin de Noël s'est levé non pas avec la douce lueur de la paix, mais avec la lumière gris-acier d'un règlement de compte. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit dans ma voiture, garée à un pâté de maison du domaine, faisant tourner le chauffage par intermittence pour économiser de l'essence. À 7h45, une élégante voiture de ville noire a roulé silencieusement dans la rue. Monsieur Henderson en est sorti, flanqué de deux personnes à l'air sérieux, un notaire et un grand homme que j'ai supposé être de la sécurité. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers eux, la neige crissant bruyamment sous mes bottes. « Bonjour, Emma » a dit Henderson, son souffle formant des panaches dans l'air froid. Il avait l'air prêt pour la bataille, serrant un porte-document en cuir comme un bouclier. « Vous êtes prête ?»« Oui » ai-je dit. Mon estomac était un nœud d'anxiété, mais ma résolution était de faire. « Allons-y. » Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée. Elle était fermée, le clavier électronique brillant en rouge. Henderson n'a pas pris la peine de sonner. Il a sorti une télécommande de sa poche et a appuyé sur un bouton. Les portes ont gémi et se sont ouvertes. Oscar m'a donné le code maître il y a des années, a fait un clin d'œil Henderson. Juste au cas où. Nous avons remonté l'allée. La maison se tenait silencieuse et imposante, les fenêtres sombres. Nous avons atteint la porte d'entrée, et Henderson a sonné à la porte, un carillon long et insistant qui a résonné profondément à l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, la porte a été ouverte d'un coup sec. Anthony se tenait là, portant un peignoir en soie, les cheveux ébouriffés, ayant l'air de ne pas avoir dormi non plus. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu notre groupe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé, essayant de bloquer la porte. « C'est le matin de Noël, Henderson. »« Que diable faites-vous ici ?»« J'ai un rendez-vous avec mon client, » a dit Henderson calmement, s'avançant. « Il dort » a répliqué Anthony, campant sur ses pieds. Il ne voit personne, et surtout pas elle. Il m'a foudroyé du regard avec un pur venin. « Je te l'ai dit, Emma, tu n'es pas la bienvenue ici. » En fait, une voix rauque est venue de derrière lui. « Elle est la seule bienvenue ici. » Anthony a fait volte-face. Grand-père Oscar se tenait dans le couloir. Il n'était pas dans son fauteuil roulant. Il s'appuyait lourdement sur une canne, portant son vieux costume en tweed, celui qu'il avait l'habitude de porter aux réunions du conseil d'administration. Il avait l'air fragile, oui, mais droit. Ses yeux étaient clairs et brûlaient d'une lumière froide et féroce. Margaret se tenait derrière lui, pâle et terrifiée, la main couvrant sa bouche. « Grand-père » a balbutié Anthony, son visage se vidant de ses couleurs. « Tu ne devrais pas marcher. Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre. »« Ne me touche pas » a commandé Oscar. L'autorité dans sa voix était comme un claquement de fouet. Cela a stoppé Anthony net dans son élan. « Laisse-les entrer » a dit Oscar. Anthony s'est écarté, vaincu par le choc pur. Nous avons défilé dans le hall. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Le sapin, l'opulence, mais l'atmosphère était étouffante. « Oscar, s'il te plaît » a chuchoté Margaret. « Que se passe-t-il ?»« Nous corrigeons une erreur » a dit Oscar. Il a marché péniblement jusqu'au salon et a montré la table à manger. « Asseyez-vous, vous tous. » Nous nous sommes assis. Henderson a ouvert son porte-documents et a étalé une pile de documents. Le notaire a débouché un stylo. « La nuit dernière » a commencé Oscar, sa voix reprenant des forces. « J'ai écouté. J'ai écouté mon petit-fils se moquer de la seule personne de cette famille qui comprend vraiment la valeur du travail. Je l'ai écouté briser un cadeau qui a pris des mois à fabriquer. » Il a regardé Anthony. « Et ensuite je t'ai écouté mentir. Je t'ai entendu au téléphone, Anthony.
Je t'ai entendu paniquer. Je t'ai entendu menacer ta sœur pour couvrir ta propre incompétence. Grand-père, attends, a supplié Anthony, la sueur perlant sur son front. C'est un malentendu. L'entreprise va bien. J'étais juste stressé. Je ne pensais pas ces choses. Henderson, a dit Oscar, l'ignorant. Lisez les conclusions. Henderson a ramassé une feuille de papier. Nous avons mené un audit complet de l'activité de la fiducie pendant la nuit à la demande d'Oscar. Anthony, au cours des 6 derniers mois, vous avez tenté de retirer des fonds du domaine principal à 3 reprises. Chaque fois a été bloqué par les fiduciaires. Vous avez également falsifié la signature d'Oscar sur une demande de prêt garanti pour le projet Arborview. Margaret a halté. Falsifié? Anthony. Est-ce vrai? Anthony avait l'air d'un rat pris au piège. J'allais le rembourser. C'était un prêt relais. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Tu as essayé d'hypothéquer ma maison, a dit Oscar, sa voix basse et dangereuse. La maison que j'ai construite de mes propres mains pour payer pour ton ego. Oscar a mis la main dans sa poche et a sorti un petit sac en velours. Il en a versé le contenu sur la table. C'étaient les engrenages et les ressorts de l'horloge cassée. Il les avait ramassés. Emma a passé des mois à réparer quelque chose de cassé, a dit Oscar, regardant la pile de métal. Elle l'a ramené à la vie. Toi. Tu ne fais que casser les choses. Et j'ai fini de te laisser casser cette famille. Oscar a regardé Henderson. Faites-le. Henderson a fait glisser un document vers Oscar. Ceci est la révocation de l'Ancien Testament et l'établissement d'une nouvelle fiducie entre vifs. Avec effet immédiat, Anthony est révoqué de son rôle d'exécuteur testamentaire. Il est retiré en tant que bénéficiaire. Il ne reçoit rien. Rien, a crié Anthony. Il a claqué des mains sur la table, se levant. Tu ne peux pas faire ça. Je suis l'héritier. Je suis le seul qui sait comment gérer les actifs. C'est une maîtresse d'école. Ce n'est personne. Elle, a dit Oscar, signant le document d'une main ferme, est la seule qui compte parce qu'elle sait que la valeur n'est pas une étiquette de prix. C'est le caractère. Oscar a tendu le stylo au notaire. C'était fait. Sors, a dit Oscar à Anthony. Quoi? Sors de ma maison, a répété Oscar. Les serrures ont été changées la nuit dernière, Anthony, mais pas celles que tu pensais. Ta clé ne fonctionne plus. Mon équipe de sécurité t'attend dehors pour t'escorter hors de la propriété. Anthony a regardé Margaret, implorant. Maman, fais quelque chose. Margaret a regardé son fils, l'a vraiment regardé, et a vu la laideur, l'avidité, le sentiment de droit. Elle m'a regardé, assise tranquillement avec les mains croisées, la fille qu'elle avait rejetée pendant des années. Tu m'as menti, Anthony, a chuchoté Margaret, les larmes coulant sur son visage. Tu as cassé son horloge et tu m'as menti. Elle s'est détournée. Anthony a poussé un cri de pure frustration primitive, le son d'un sentiment de droit mourant d'une mort violente. Il a balayé les papiers de la table, a renversé une chaise à coups de pied et est sorti en trombe. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer et puis une minute plus tard, sa voix hurlant dans l'allée alors que l'équipe de sécurité l'escortait au loin. C'était un cri qui a résonné dans tout le quartier. Une dernière note LED pour mettre fin à son règne. Le silence qui a suivi le départ d'Anthony était lourd, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une fièvre qui tombe. J'ai regardé grand-père Oscar. Il semblait se dégonfler légèrement, l'adrénaline s'estompant, le laissant à nouveau fatigué et vieux. Mais il souriait. Grand-père, ai-je dit, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Je m'en serais sorti. Non, tu ne t'en serais pas sorti, a-t-il dit d'une voix rauque, serrant mes doigts. Et moi non plus. Je l'ai laissé m'enterrer avant que je sois mort. Emma, merci de m'avoir réveillé. Il a regardé la pile d'engrenages d'horloge sur la table. Penses-tu que tu pourrais la réparer à nouveau? J'ai souri, les larmes brouillant ma vue. Je peux essayer. J'ai toutes les pièces. Bien, a-t-il dit. Prends ton temps. Nous avons du temps maintenant. Dans les mois qui ont suivi, les retombées ont été chaotiques, mais nécessaires.
Anthony a fait face à des accusations de fraude pour la demande de prêt. Grand-père a refusé de le protéger des conséquences juridiques. Il a été forcé de vendre sa Porsche et son condo pour payer ses frais d'avocat. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme vendeur junior chez un concessionnaire automobile à 2 villes de là, vivant dans un studio. Margaret a eu du mal. L'illusion de sa famille parfaite était brisée. Mais dans les ruines, nous avons commencé à construire quelque chose de vrai. Elle a commencé une thérapie. Elle a arrêté de critiquer mes vêtements. La semaine dernière, elle a même demandé si elle pouvait venir dans ma classe et faire du bénévolat pour faire la lecture aux enfants. C'est un début. Quant à moi, j'ai emménagé dans le domaine pour aider à prendre soin de grand-père. Je n'ai pas quitté mon emploi. J'aime trop enseigner, mais j'ai transformé l'ancienne remise en atelier de restauration. Chaque soir après le travail, je m'assieds avec grand-père près du feu. Il me raconte des histoires sur les bâtiments qu'il a construits, et je lui parle de mes élèves. Sur la cheminée, faisant un tic-tac régulier avec un battement de cœur en laiton et en acier, trône l'horloge art déco. Elle n'est pas parfaite. Vous pouvez voir les fines fissures dans le verre où je l'ai recollé. Le boîtier a quelques bosses que je n'ai pas pu tout à fait aplanir, mais grand-père dit qu'il la préfère ainsi. Il dit que les fissures montrent qu'elle a survécu, qu'elle a été assez aimée pour être sauvée. Et je suppose qu'au fond, c'est ce que nous sommes tous. Un peu brisés, un peu cabossés, mais continuant à faire tic-tac, plus fort et plus vigoureusement qu'avant.